Ils sont 27 députés d'outre-mer à siéger à l'Assemblée nationale, dont la plupart ont d'ailleurs été élus ce week-end avec l'étiquette de la NUPS, presque inexistant à l'échelle nationale durant la campagne des élections législatives. Ils sont malgré tout une force qui compte, ces 27 députés ultramarins, notamment dans la formation des groupes parlementaires, et représentent, symbolisent en quelque sorte les difficultés depuis l'Hexagone à commenter les résultats électoraux d'outre-mer entre d'un côté dynamique nationale et de l'autre enjeux spécifiques à chaque territoire. Pour en parler, nous sommes ce matin et par téléphone avec Martial Foucault. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Martial Foucault. Vous êtes le directeur du CEVIPOF et titulaire de la chaire Outre-mer à Sciences Po Paris. On a bien vu, et ce sera ma première question, on a bien vu, Martial Foucault, à quel point les résultats du premier tour étaient particulièrement différents d'un territoire d'outre-mer à un autre. Pour le deuxième tour, ça donne quoi? Est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair, ou bien est-ce qu'on est dans la même dynamique, on va dire, qu'il y a 10 jours? Je crois que vous avez raison, on n'y voit pas encore très très clair, parce que je commencerai en disant que d'une certaine manière, les résultats électoraux dans les Outre-mer ont pris de nouveau, et c'est pas la première fois, un peu le contre-pied de ce qu'on observe dans l'Hexagone. Vous parliez d'un grand nombre d'élus de la NUP, 18 sur 27. En fait, ça représente 70% des députés des Outre-mer ayant été soutenus par la coalition de la NUP, donc 70% contre simplement 25% de députés de la NUP au niveau national. Donc il y a un premier élément de nouveau là de non pas de contradiction, mais en tout cas un décalage. Et puis ensuite, au sein des Outre-mer, oui, bien sûr, il y a de grandes différences selon les bassins. On voit que d'une certaine manière, on a les résultats qu'on aurait pu anticiper après le premier tour de l'élection présidentielle, avec les scores très élevés de Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans Martinique, Guadeloupe, Guyane et d'une certaine manière la Réunion. Et le faible succès des candidats de la majorité présidentielle, on va les retrouver de ci, de là, Nouvelle-Calédonie, un petit peu également dans les Antilles. Et donc on a une configuration, une carte électorale des Outre-mer qui peut se résumer de la manière suivante: une très forte poussée des candidats de gauche. Alors, parmi les candidats de gauche et les élus, nouveaux élus de gauche, il faut bien voir que tous vont pas forcément choisir de siéger dans le groupe de la NUP si celui-ci voyait le jour à l'Assemblée nationale. Certains ont déjà indiqué qu'ils allaient rejoindre le groupe du Parti communiste français pour lui permettre de constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Et puis d'autres sont aussi encore en attente pour voir exactement quelle sera la ligne conduite par le groupe parlementaire. Quand vous dites, Martial Foucault, que c'est habituel en quelque sorte que l'outre-mer prenne le contre-pied de ce qui se passe à l'échelle nationale, vous pensez et vous parlez uniquement des élections législatives ou bien de tous les autres scrutins de manière un petit peu plus générale? Je dirais essentiellement pour les scrutins nationaux, c'est-à-dire élections présidentielles et élections législatives, parce que sur les scrutins locaux, on a, je dirais, des nuances politiques qui sont pas toujours comparables à ce qu'on peut observer dans l'Hexagone. Je le vois à la fois pour les résultats, mais aussi, parlons-en, parce que c'est pour moi un fait marquant et notable de ce scrutin législatif, c'est le taux de participation. On voit que la participation est de près de 10 points supérieure dans l'Hexagone que dans les Outre-mer. Ça, c'est vraiment le dénominateur commun entre tous les territoires d'Outre-mer, l'abstention qui est largement supérieure aux moyennes nationales. Oui, alors on a quand même une exception pour cette élection législative qui concerne le territoire de Wallis et Futuna, où on a un taux de participation très élevé, 81%. Donc là, c'est un fait inédit, et on l'avait déjà observé au premier tour des élections législatives, également lors de l'élection présidentielle. Et puis après, si on devait faire un classement, après Wallis et Futuna, la Polynésie française a voté en termes de participation comme dans l'Hexagone. Mais pour tous les autres territoires, là où il y a un grand nombre d'électeurs, on voit que la participation est très très faible. Je pense qu'on aurait tort de penser que c'est simplement, comme on l'a dit dans l'Hexagone, essentiellement la jeunesse, les moins de 25 ans, voire même les moins de 35 ans qui ont été démobilisés. Je pense qu'il y a des raisons autres que sociodémographiques. Il y a des raisons aussi, tout simplement, que l'on peut objectiver par la condition, la situation socio-économique des électeurs qui aujourd'hui ne voient pas leur destin individuel se transformer
par les politiques menées et qui s'interroge: est-ce que la politique peut changer mon propre quotidien? Et si la réponse est non, on voit bien qu'il y a eu une très grande difficulté de tous les candidats, pas simplement ceux qui ont été élus, à pouvoir mobiliser sur des enjeux très précis ces électeurs et leur demander de faire confiance pour changer un petit peu ce qui est la situation notamment dans les Antilles, parce que je crois que dans les Antilles il faut regarder le scrutin en s'interrogeant sur cette séquence depuis plusieurs mois. C'est pas simplement un contexte social extrêmement grave et précaire, il y a aussi une forme de colère sanitaire par la gestion de la crise Covid qui a conduit beaucoup d'électeurs à renoncer et à bouder cette élection. Oui, je le rappelle, en tout cas pour le cas de la Guyane, on est à près de 70% d'abstention sur le premier et le deuxième tour. Il y a eu un petit regain de participation sur le deuxième tour, mais malgré tout, on se rend bien compte avec l'élection, notamment là je pense à la première circonscription de Guyane, où Jean-Victor Castor finalement est élu avec quelques 9000 voix à peine. Est-ce qu'il y a des liens à faire, Martial Foucault, des enseignements à tirer de ces élections législatives quand on les compare à l'élection présidentielle? Je vois deux enseignements importants et pour lesquels ce sont des premières réponses. Je crois qu'il va falloir aussi attendre quelques semaines pour voir comment, au niveau national, cette question électorale dans les Outre-mer doit être interprétée. Le premier enseignement, je dirais que par rapport à l'élection présidentielle, tout le monde avait été surpris par la forte poussée de Jean-Luc Mélenchon. Oui. 60% en premier tour, on aurait pu se dire, si on avait un mode de scrutin présidentiel à un tour, Jean-Luc Mélenchon était élu dans 4 des territoires d'outre-mer, et ceux qui ont la population la plus importante. Donc ça, c'était le premier enseignement. Il y avait une surprise au deuxième tour, parce que on a vu la poussée de Marine Le Pen dans ces mêmes territoires. Et donc ça interroge en se disant, mais est-ce que ce sont les mêmes électeurs qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour et qui ont fait confiance à Marine Le Pen au deuxième tour? Ce qui interpelle, parce qu'on peut se dire, il y aurait une porosité entre l'électorat de gauche radicale et l'électorat de droite radicale ou d'extrême droite pour Marine Le Pen. Et ça bouleverse totalement les grilles de lecture qu'on applique habituellement pour comprendre un scrutin. Moi, je continue à penser que le point commun de ces deux comportements politiques, c'était un rejet d'Emmanuel Macron. Un rejet à la fois de sa politique, et là on revient sur les éléments qui ont jalonné ce quinquennat, et puis aussi un rejet de la personne. C'est-à-dire Emmanuel Macron comme personnalité, ce qu'il incarne, ce qu'il véhicule, ses traits de caractère. Et je dois dire que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, par rapport à des précédents présidents de la République, n'ont peut-être pas manifesté un intérêt très très fort à l'endroit des Outre-mer. Et donc ça a produit ce que j'appelle moi une forme de polarisation affective. Les gens n'aimaient pas. Et ce j'aime, je n'aime pas, il faut bien comprendre que ça a une violence très très forte au moment de l'acte de vote. On peut tout simplement s'en remettre à cette perception que l'on a d'un président de la République et tout faire pour l'éliminer. Je rappelle que le mode de scrutin à 2 tours, le deuxième tour en général, c'est pour éliminer. Et donc là, on a eu une forme de laminage, d'élimination systématique dans les territoires où on a considéré que Emmanuel Macron était responsable de la dégradation de la situation sociale, notamment la Réunion, et puis aussi de la situation sanitaire dans les Antilles et une partie de la Guyane. Mais du coup, je rebondis, Martial Foucault, sur ce que vous venez de dire, sur cette polarisation affective. Est-ce que ça a vraiment un sens d'interpréter les résultats électoraux d'outre-mer avec le prisme, la grille de lecture des orientations politiques de l'Hexagone? Je m'explique, là, quand on lit la presse depuis ces derniers jours, les quelques articles qui parlent des résultats ultramarins disent à peu près la même chose, que la NUPES fait carton plein, mais pendant la campagne. Et là, je vais parler que du cas de la Guyane. Ces affiliations-là, mis à part, vous en avez dit quelques mots, mis à part le rejet de la politique d'Emmanuel Macron, les affiliations à des politiques nationales, elles étaient quand même très rares. Oui, mais ça c'est un fait assez fréquent et commun pour les Outre-mer. C'est vrai que quand on voit la diversité de ce que le ministère de l'Intérieur, quand il a choisi d'appliquer et d'attribuer des nuances politiques, a utilisé beaucoup l'étiquette divers gauche. Oui. Quand on regarde dans le détail, je dirais tous les candidats divers gauche ne se ressemblent pas.
Et donc on a une grande variation de situations. Donc vous avez raison de dire qu'il faut surtout pas appliquer les grandes catégories politiques ou partisanes de l'Hexagone aux Outre-mer. Dans le cas de la Guyane, je crois que c'est assez intéressant quand on regarde dans la deuxième circonscription. Par exemple, David Riemann, qui lui bénéficiait du soutien de la France Insoumise, mais n'a pas pour autant été investi par la NUP, on peut s'interroger. On se dit est-ce que cet élu va rejoindre le groupe parlementaire de la NUP, mais lequel? France Insoumise, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste. Donc là, il faut attendre aussi. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'attendre le choix des députés de siéger dans quel groupe parlementaire, ce qui donnera quand même une idée plus précise de l'orientation partisane. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, on aurait tort, et vous avez raison de dire, quand on parle de la poussée de la NUP dans les Outre-mer, il faut bien voir que vous avez des situations très, très différentes, avec des candidats qui ont une histoire, une trajectoire politique, par exemple, au sein du Parti communiste martiniquais, et puis d'autres en Polynésie française, où les trois élus indépendantistes réclament, je dirais, une orientation tout autre que ce qui est le combat de la NUP, mais plus sur une volonté autonomiste et indépendantiste. Donc, je dirais que ce sont les gauches qui ont été, qui sont sorties victorieuses de ce scrutin législatif. Ouais, vous avez parlé de David Riemann, on pourrait aussi prendre l'exemple de Jean-Victor Castor, un député de la première circonscription ici en Guyane. À certains moments, il est présenté depuis certains médias nationaux comme un soutien de la NUPES et à d'autres comme un régionaliste. Du coup, on s'interroge, est-ce que politiquement, l'outre-mer est mal compris depuis l'Hexagone, Martial Foucault? Oui, définitivement, et je pense que la situation actuelle de cette absence de majorité absolue pour l'exécutif, je crains que cela n'arrange pas. Brouille encore plus les cartes finalement. Des Outre-mer, oui, absolument. Mais vous voyez, ce que vous évoquiez à l'instant pour M. Castor, c'est très intéressant parce que on peut effectivement considérer qu'il est régionaliste ou comme vous l'avez dit, d'hiver gauche. Mais en fait, la réalité consisterait davantage à non pas à catégoriser, mais à révéler que c'est avant tout une personne qui défend une certaine vision de l'indépendance. Et je crois que quand on fait le bilan des nouveaux élus outre-mer, vous avez 5 députés qui prônent cette indépendance. Et pour moi, je pense qu'une des conséquences de ce scrutin, sur le plan institutionnel, va probablement conduire à de nouveau s'interroger sur ce fameux cette carte où on a mis toutes les collectivités, les DROM, les collectivités territoriales, dans ces 2 articles de la Constitution, article 73, article 74. Je pense qu'à l'issue du scrutin, certains territoires comme la Guyane et la Martinique pourraient tout à fait réclamer ne plus appartenir à cet article 73, mais plutôt article 74, comme la Polynésie française, parce que il y a une forte demande, derrière cette victoire de la gauche, il y a une forte demande de revoir les conditions de l'autonomie de ces territoires, parce que jusqu'alors, elles n'ont pas, dans leur cadre institutionnel actuel de Rome, finalement, c'est un bilan assez catastrophique sur la loi égalité réelle, si on prend cette loi de 2017. Donc ça veut dire que institutionnellement, il faut remettre sur la table, ouvrir ce grand chantier de cette forme d'autonomie ou de centralisation à la carte qui n'a pas donné les résultats escomptés initialement. Martial Foucault, est-ce qu'il y a suffisamment, et là je m'adresse au titulaire de la chaire Outre-mer à Sciences Po Paris, est-ce qu'il y a suffisamment de données, d'études qui sont faites sur la politique en Outre-mer, la sociologie du vote, les résultats électoraux territoire par territoire? Est-ce que vous en disposez suffisamment pour fournir, on va dire, certaines analyses? La réponse est non, et c'est un non catégorique et définitif. C'est un petit peu l'ambition de cette chaire Outre-mer qui est de travailler de façon plus fine, plus systématique sur les Outre-mer, parce qu'on a tendance quand même trop fortement à se focaliser sur l'Hexagone. Et puis il y a un deuxième enjeu qui a été pour moi, d'ailleurs ça pose une vraie question démocratique. Pendant plusieurs semaines, élections présidentielles et élections législatives,
l'ensemble des enquêtes d'opinion, l'ensemble des sondages sont réalisés uniquement pour les Français de l'Hexagone. Et pour moi, c'est un sujet à la fois d'importance et on ne peut plus se satisfaire simplement d'enquêtes où on écarte systématiquement les citoyens, les électeurs inscrits dans les Outre-mer. Parce que ce sont 27 députés. Donc la situation politique de la France, elle ne peut pas simplement se résumer à l'Hexagone. J'entends les difficultés d'interrogation, les méthodes d'interrogation sur les sondages en ligne, par téléphone, mais il faut aller dans cette direction. C'est-à-dire, on ne peut plus se satisfaire simplement de sondages où systématiquement les Outre-mer ne sont pas pris en compte dans le rapport de force politique. Ouais, on sait à quel point les élections législatives c'est dur d'anticiper, de prévoir les résultats vu que les scrutins sont locaux, mais vous avez raison de le souligner, en Outre-mer, c'est quasiment mission impossible de savoir ce que les urnes vont révéler. Dernière question, Martial Foucault, l'une des questions qui va se poser pour les députés ultramarins, c'est le groupe dans lequel ils vont siéger durant la campagne en Guyane, mais je pense aussi à d'autres territoires. On avait entendu que des candidats dire qu'ils souhaitaient créer un groupe ultramarin à l'Assemblée. C'est presque impossible à vos yeux? Oui, alors c'est une initiative, une proposition qui avait été faite déjà en 2000, notamment par le député Olivier Servat, député guadeloupéen. De nouveau, cette proposition, on l'a entendue au lendemain du premier tour du scrutin législatif. Je pense que si l'idée est intéressante et sur le papier, elle peut effectivement bousculer et même presque, j'allais dire, transformer la lecture trop partisane des groupes dans lesquels les députés vont siéger. Je pense que maintenant, en pratique, la création d'un tel groupe Outre-mer va se heurter à une très grande difficulté, c'est que les députés ne peuvent pas siéger dans deux groupes. Et oui. Et donc s'il y a un groupe Outre-mer, ça veut dire qu'ils doivent abandonner l'appartenance à un groupe politique. Or, on sait que ces groupes politiques disposent de moyens et permettent quand même à beaucoup de députés d'avoir une tribune qu'ils n'auront peut-être pas s'ils sont groupe Outre-mer, et qui aurait finalement le revers de la médaille, ça serait d'une certaine manière d'essentialiser un enjeu sectoriel, les Outre-mer, et je crains que ce soit à la fois une idée très intéressante et qui permettrait de mettre les Outre-mer sur le devant de la scène, mais à l'inverse, ces députés risquent d'être privés des ressources dont disposent les groupes parlementaires avec le combat politique, le combat partisan qui est celui de l'Assemblée nationale. Oui, puisqu'on rappelle que en fonction de la taille des groupes parlementaires, le temps de parole également n'est pas le même. Merci beaucoup Martial Foucault d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes le directeur du CEVIPOF et titulaire de la chaire Outre-mer à Sciences Po Paris. Merci encore d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Radio Pays.